Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mohamed Hajioui, professeur de français au lycée. Dans le cadre de la didactique de français, ce troisième épisode va traiter des points qui s'avèrent importants en pédagogie. Il s'agit bien entendu de les grands courants pédagogiques, c'est-à-dire les théories d'apprentissage, les approches pédagogiques, les méthodes et les démarches pédagogiques, et finalement les techniques d'animation. On commence. Les grands courants pédagogiques ou ce qu'on appelle les théories d'apprentissage. Alors, parmi les plus grands courants pédagogiques ou bien les théories d'apprentissage les plus connues, on a le behaviorisme, le constructivisme, le socioconstructivisme, le cognitivisme, et puis on peut ajouter aussi les intelligences multiples, quoique donc cette théorie, soi-disant théorie, entre parenthèses, suscite des discussions. Commençons par le behaviorisme de Pavlov et Skinner. Le behaviorisme ou bien comportementalisme, c'est un courant basé sur une pédagogie non individualisée dans laquelle l'enseignant joue le rôle d'expert alors que l'apprenant est passif. Elle n'est pas libre et considérée comme un vase à remplir. C'est bien sûr le principe de stimulus-réponse. Et pour mieux comprendre, on peut dire que le behaviorisme est basé sur le concept de conditionnement. Le conditionnement est une forme d'apprentissage qui se caractérise par une association entre un stimulus et un comportement. Autrement dit, l'apprenant est conditionné à reproduire la même réaction prédéfinie comme réponse à une question ou bien à une donnée extérieure. Et vous pouvez voir là donc l'exemple en image de conditionnement du chien à partir de la cloche qui sonne avec une nourriture, ce qui donne automatiquement une réponse qui est la salivation. La salivation du chien, bien sûr, quand il entend sonner la cloche avec la nourriture apportée par la personne qui veut lui donner de la nourriture. Deuxièmement, le constructivisme de Piaget. Le constructivisme est une théorie de l'apprentissage fondée sur l'idée de la connaissance et élaborée par l'apprenant, ou bien fondée sur l'idée que la connaissance est élaborée par l'apprenant, sur la base d'une activité mentale. Cette théorie repose sur l'hypothèse selon laquelle, en réfléchissant sur nos expériences, nous nous construisons et construisons notre propre vision du monde dans lequel nous vivons. Ici, bien sûr, vous avez une image qui montre en quelque sorte la construction des éléments, ou bien on a des éléments épars au début, et puis on essaie de faire des constructions à partir de ces éléments-là, en se basant sur l'expérience, notre propre expérience et notre activité mentale. Il a été développé, entre autres, par Piaget, comme on a déjà vu, dès 1923, en réaction au behaviorisme, qu'on a déjà vu en premier, que d'après lui, limitait trop l'apprentissage à l'association stimulus-réponse. Donc, si vous voulez, le constructivisme était une réponse ou bien était une réaction au behaviorisme qui a limité l'apprentissage dans ce cadre de stimulus-réponse et donc ne donnait pas une certaine liberté à l'apprenant de construire ses propres savoirs et connaissances. Troisièmement, nous avons le socioconstructivisme de Vygotsky et de Brunner. Le socioconstructivisme qui s'ancre au constructivisme met l'accent sur le rôle des interactions sociales multiples dans la construction des savoirs, lesquels ont un aspect culturel et sont le fruit des échanges et qui sont partagés.
Ainsi, la culture est perçue comme filtre socio-cognitif qui permet de donner du sens à la réalité. Si vous avez compris à partir de ce qu'on a lu, on peut comprendre dès lors que l'apprentissage s'effectue à partir des échanges et des interactions de l'apprenant avec le monde extérieur, bien sûr avec sa réalité sociale. Et si vous pouvez mieux comprendre avec cette image-là, on a des hommes qui sont en train d'interagir en pleine société. Quatrièmement, le cognitivisme. La perspective cognitiviste, dont l'appellation renvoie au terme cognition, c'est-à-dire connaissance dans le sens de processus et de produits, privilégie l'étude du fonctionnement de l'intelligence, de l'origine de nos connaissances, ainsi que des stratégies employées pour assimiler, retenir et réinvestir les connaissances. Ici, bien sûr, une autre image en rapport toujours avec le cognitivisme. Vous voyez le cerveau humain. Bien sûr, c'est la source des réflexions, c'est la source de l'intelligence, c'est l'origine de nos connaissances. Passons maintenant aux intelligences multiples de Gardner. La théorie des intelligences multiples suggère qu'il existe plusieurs types d'intelligence chez l'enfant d'âge scolaire et aussi par extension chez l'adulte. Cette théorie fut pour la première fois proposée par Howard Gardner en 1983. Alors, selon Gardner, il existe principalement 7 types d'intelligence. D'abord, l'intelligence linguistique, c'est la capacité à utiliser et à comprendre les mots, les nuances de sens. L'intelligence logico-mathématique, c'est l'intelligence à partir de laquelle on peut résoudre des problèmes abstraits de nature logique ou mathématique. Et puis vous avez l'intelligence spatiale, c'est une capacité de trouver son chemin dans un environnement ou bien d'établir des relations entre les objets dans l'espace. Vous avez aussi l'intelligence intrapersonnelle, c'est se former une représentation de soi, précise et fidèle, et l'utiliser efficacement dans la vie. Et puis vous avez l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité de comprendre les autres, de communiquer avec eux et d'anticiper l'apparition d'un comportement chez l'autre. Et puis vous avez l'intelligence corporelle kinesthésique, la capacité d'utiliser et de contrôler les mouvements du corps dans les activités comme le sport ou bien les danses. Et puis à la fin vous avez l'intelligence musicale. C'est l'aptitude à percevoir et créer des rythmes et mélodies, de reconnaître des modèles musicaux, de les interpréter et d'en créer. Passons maintenant à l'enseignement selon les 4 courants, ou bien les 4 théories d'apprentissage, le behaviorisme, le constructivisme, le socio-constructivisme et le cognitivisme. Bien, pour le behaviorisme, enseigner, c'est stimuler, créer et renforcer des comportements observables appropriés. Vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un programme préétabli contenant un ensemble de réactions prédéfinies à des situations d'apprentissage qui se répètent. Pour le constructivisme, il s'agit d'offrir des situations obstacles qui permettent l'élaboration de représentations adéquates du monde. C'est-à-dire, c'est un apprentissage à partir des situations problèmes, mettant l'apprenant au centre de l'action et l'emmenant à construire ses savoirs lui-même. Pour le socio-constructivisme, il s'agit d'organiser des situations d'apprentissage propices au dialogue
en vue de provoquer et de résoudre des conflits socio-cognitifs. Et l'apprentissage là peut se faire par projet, par discussion. Le groupe et l'interaction en sont les maîtres mots. Et quatrièmement, le cognitivisme. Il s'agit de présenter l'information de façon structurée, hiérarchique, déductive. Autrement dit, l'apprentissage se fait via un exposé magistral ou à partir de la résolution de problèmes fermés. L'on remarque que l'apprenant demeure passif et ne fait que recevoir un tas d'informations. Et c'est quoi alors apprendre selon ces théories d'apprentissage? Commençons toujours par le behaviorisme. Apprendre, c'est associer par conditionnement une récompense à une réponse spécifique. Et puis pour le constructivisme, il s'agit de construire et organiser ses connaissances par son action propre. Vous pouvez voir la différence entre behaviorisme et constructivisme et le fait de se centrer sur l'apprenant dans le courant de constructivisme. Pour le socio-constructivisme, apprendre, c'est co-construire ses connaissances en confrontant ses représentations à celles d'autrui. Vous pouvez voir là cette ouverture sur la société pour apprendre. Et pour le cognitivisme, apprendre, c'est traiter et emmagasiner de nouvelles informations de façon organisée. Là, il s'agit de recevoir. Apprendre, c'est recevoir. Vous avez traité et emmagasiner, c'est une façon qu'on peut faire quand on reçoit un cours magistral qui est basé sur cette théorie-là de cognitivisme. Passons maintenant au troisième point, les approches pédagogiques. Nous avons d'abord l'approche par objectif, ce qu'on appelle APO. La pédagogie par objectif est une pratique éducative qui met l'accent sur la réflexion relative plutôt aux objectifs de formation en vue de la détermination des stratégies et modes d'évaluation correspondants. Alors cette approche est centrée d'abord sur le concept des objectifs que l'on définit préalablement et que l'on doit atteindre vers la fin des apprentissages. C'est par opposition bien sûr à l'approche par compétence qui met l'apprenant au centre du processus d'apprentissage et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour les piliers de l'approche par objectif, on a d'abord la philosophie pragmatique. C'est une philosophie qui est centrée sur la connaissance comme moyen d'atteindre des objectifs utiles et sur la valeur de l'expérience dans l'apprentissage du savoir. Nous avons aussi comme pilier le behaviorisme, qu'on a déjà vu comme théorie d'apprentissage. C'est une théorie d'apprentissage basée sur le stimulus-réponse, et l'apprenant ne fait que répondre à ce qu'on lui demande. Deuxièmement, l'approche par compétence, APC. Dans le processus enseignement-apprentissage, l'approche permet à l'élève d'acquérir des compétences durables susceptibles de l'aider dans son parcours éducatif et dans la vie quotidienne. Elle met l'accent sur tout ce qui est fondamental afin de garantir une meilleure construction des savoirs. À la différence de l'approche par objectif, ici la priorité est celle des compétences que doit acquérir l'apprenant, les savoirs, les savoir-faire, les savoirs. Alors quels sont les types de compétences? D'abord, nous avons des compétences spécifiques et puis nous avons des compétences transversales. En ce qui concerne les compétences spécifiques, on a d'abord la compétence de lire et d'écrire un texte, une lettre, un journal intime, etc. La compétence d'utiliser le dictionnaire,
la tendance à faire la lecture spontanée, la compréhension des mots dans leur contexte, la connaissance des règles de l'écriture, etc., etc. En ce qui concerne les compétences transversales, ce sont des compétences que l'on peut trouver partout, c'est-à-dire dont on a besoin dans toutes les disciplines, à savoir l'analyse, la composition, l'auto-évaluation, la concentration et l'attention, la ponctualité et le respect des règles, l'intégration au groupe, l'esprit de travail en équipe, la connaissance des droits et des devoirs, l'esprit du dialogue et d'initiative, etc., etc. Bien. Maintenant, les méthodes et les démarches pédagogiques. Commençons par les méthodes pédagogiques. On peut faire d'abord une définition de ce que c'est que méthode selon le dictionnaire Larousse. C'est la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité, c'est-à-dire un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à un résultat. Alors, en ce qui concerne les méthodes pédagogiques, on a d'abord la méthode expositive, ce qu'on appelle aussi transmissive, la méthode démonstrative, la méthode interrogative ou maïotique, la méthode active ou de découverte, la méthode expérientielle. Eh bien, maintenant, passons à la méthode expositive ou bien et aussi à la méthode démonstrative. En ce qui concerne la méthode expositive, l'enseignant maîtrise un contenu. Il expose. Il s'agit d'un exposé. Il y a peu ou pas d'interaction avec l'apprenant. Il s'agit d'un cours magistral. Et en ce qui concerne le rapport qui est mis en avant, c'est le rapport enseignant-savoir. Et dans cette méthode-là, l'apprenant acquiert un savoir par l'écoute. Vous pouvez comprendre là que cette méthode-là est récurrente dans les cours qui se basent sur la théorie de cognitivisme. Puis on a la méthode démonstrative. L'enseignant suit un chemin pédagogique. Il doit montrer, c'est-à-dire la démonstration. Et dans cette démonstration, il n'est pas exempt de faire, c'est-à-dire l'expérimentation. Il stimule, il pousse l'apprenant à faire l'expérience de l'apprentissage. Et puis, à partir de cette expérience de l'apprentissage faite par l'apprenant, il revient pour formuler, ou bien pour reformuler. Donc, il s'agit d'un va-et-vient entre l'enseignant et l'apprenant. Et là, on peut dire que l'apprenant acquiert un savoir-faire par imitation. Il voit d'abord l'enseignant faire, puis il passe à l'action, et après on revient ensemble pour faire la reformulation, et l'apprentissage se fait par imitation, et comme ça. Maintenant, les méthodes interrogatives, actives et expérientielles. En ce qui concerne la méthode interrogative, l'apprenant est censé avoir des connaissances, des représentations. On commence par les représentations et les connaissances que l'apprenant a déjà. Par le moyen de questionnement, l'enseignant conduit l'apprenant à construire ses connaissances. On peut donc, à partir des questions, confirmer certaines connaissances ou bien les infirmer et les refaire. Et l'apprenant est incité à exprimer ce qu'il sait, ce qu'il pense ou bien ce qu'il se représente. Vous avez aussi la méthode active. Dans cette méthode, le scénario pédagogique est basé sur l'essai, sur l'erreur et le tâtonnement pour apprendre. L'enseignant fait faire l'apprenant, le fait dire, puis intervient pour reformuler. Et puis la méthode expérientielle. Apprendre par l'expérience, l'action.
l'apprenant est le vrai producteur du savoir. C'est une méthode qui, voilà, jette in medias res l'apprenant dans l'action. Passons maintenant aux démarches pédagogiques. Vous avez deux démarches très connues. D'abord, la démarche déductive. C'est une démarche classique, énoncé d'un principe, éventuellement démonstration, application d'un principe énoncé, c'est-à-dire les exercices, dispenser un savoir. Et là, vous pouvez comprendre qu'on part de l'abstrait vers le concret. Et puis, vous avez la démarche qui s'oppose à la démarche déductive, c'est la démarche inductive. C'est une manière de conduire l'enseignement qui est basée sur le fait d'inviter l'élève à extraire des notions à partir de situations concrètes. Et puis, mise en situation de découverte, c'est-à-dire que l'on part de ce qui est concret vers ce qui est abstrait. Les techniques d'animation. Là, on peut parler de plusieurs techniques qu'on va voir ensemble. Alors, les techniques d'animation permettent de motiver et faire participer les apprenants dans une activité quelconque, et ce afin d'atteindre des objectifs prédéfinis. D'abord, nous avons ce qu'on appelle le brainstorming. On l'appelle aussi remue-ménage. Il consiste à mettre les apprenants devant une situation problème qui n'admet pas une seule solution, mais plusieurs, et peut-être contradictoires, ce qui rend le débat enrichi et ouvert à toutes les solutions possibles que l'on doit accepter sans préférence de l'une ou de l'autre. Ici, on peut donner un exemple. On peut interroger les apprenants à donner une définition ou bien à nous parler de ce qu'ils ont en tête quand ils entendent le mot communication. Ainsi, on peut obtenir des réponses telles correspondance, échange, feedback, silence, parole, etc. Bien. Deuxième technique, c'est le jeu de rôle. Il s'agit d'une technique qui consiste à choisir un groupe d'élèves, surtout les élèves timides ou renfermés, ou volontaires pour représenter un événement, un dialogue ou bien autre, devant le groupe classe. Troisième technique, l'étude de cas. On expose un cas en rapport avec le sujet à discuter. Il s'agit d'une situation de problème qui prend devant le groupe classe une expérience réelle, ou bien supposée comme telle. Les apprenants participent et expriment leur point de vue en avançant des arguments pertinents pour se défendre. On peut prendre un cas, par exemple, de déperdition scolaire, ou bien de suicide, ou bien de divorce, etc., etc., et le discuter et laisser les apprenants s'exprimer concernant leur point de vue. Puis vous avez le témoignage. Par rapport à un sujet de discussion, on demande aux apprenants de raconter une expérience réelle qu'ils ont vécue. Et l'objectif de ce témoignage, c'est de connaître des expériences et en discuter, ainsi que de développer les compétences narratives chez les apprenants, en donnant des cadres spatio-temporels, une progression et du suspense au récit. Le témoignage ici aide les élèves à s'exprimer, à acquérir des compétences de la narration, d'organiser les événements dans le cadre spatio-temporel, de faire une suite logique des événements, ce qu'on appelle l'intrigue, et puis de créer du suspense en racontant. Vous avez aussi la technique du photolangage. Le photolangage est une technique de méditation, ou bien plutôt de médiation groupale, inventée par des psychologues et psychosociologues lyonnais en 1965. Il s'agit d'utiliser des photos afin de faciliter la prise de parole en public. La photo ici est le média, c'est-à-dire le support de cette parole. On part d'une photo pour laisser les apprenants s'exprimer à partir de ce qu'ils voient. Et puis vous avez la technique de Phillips, 6x6. Les apprenants se divisent en 6 groupes, chaque groupe contient 6 membres, on leur demande de faire le travail en 6 minutes.
en donnant des réponses précises ou des solutions à un problème. L'objectif est d'être efficace, c'est-à-dire présenter les réponses dans le minimum de temps et de façon pertinente. Alors, la vidéo prend fin ici. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.